Je suis d'une famille qui n'était pas spécialement militante. Mes parents étaient avec Jacques Delors dans les réseaux catho de gauche et Vie Nouvelle. C'était un mouvement où Jacques Delors et sa femme militaient. Mes parents y étaient aussi. Et je me souviens de mon premier engagement citoyen, c'était contre l'apartheid en Afrique du Sud. C'était il y a 40 ans, ça ne me rajeunit pas, mais c'était à l'époque, on expliquait qu'il ne fallait plus jamais acheter d'oranges ou de pamplemousse ou de span, parce que les oranges et les pamplemousses ou span étaient faites par des Noirs qui vivaient dans des conditions proches de l'esclavage. Et donc pour faire bouger les Blancs d'Afrique du Sud, on boycottait les oranges ou de span. Voilà. On a tous un droit au bonheur. Je crois que plus personne ne le dit parce qu'on est en crise. On parle que de la crise de la zone euro. Maintenant, c'est en Chine que la bulle immobilière explose. Donc, les journaux sont pleins de crises. Mais je crois qu'on ne doit pas oublier, chacun et chacune de nous, on n'a qu'une vie. Et donc, il y a un droit au bonheur. Tous les soirs, quand je fais des débats, je montre pourquoi c'est grave en Chine, pourquoi c'est grave aux États-Unis, qu'est-ce qui peut se passer en zone euro. Mais tous les soirs, il y a la photo d'un de mes fistons que je mets, que je projette. C'était d'un mariage familial, une fête. On est tous contents. On est à la campagne, il y a du soleil. Et il est juste très resplendissant de beauté, de joie d'être avec ses cousins, ses cousines et d'être comme ça. Et on a tous ce droit au bonheur. Et donc moi, ce qui me met en mouvement, et puis beaucoup d'autres, dans des syndicats, dans des associations, dans des gens qui sont solidaires dans le quartier, il y a deux choses. Il faut changer la société pour permettre à chacun, à tous, de vivre dignement, d'avoir un vrai boulot, un vrai salaire, un vrai logement, une vraie pension. Donc tous doivent pouvoir vivre dignement et chacun et chacune doit vivre pleinement ce droit au bonheur, faire ce qu'il veut de sa vie et ne pas être contraint ni pour des raisons financières, ni pour des raisons culturelles. Voilà, c'est ça l'objectif de mon engagement citoyen. Il y a toujours eu des inégalités, mais quand c'était des inégalités de salaire qui allaient de 1 à 20, vous voyez, pendant 30 ans dans nos sociétés, il y avait des inégalités. Mon papa était le patron d'EDF, de l'électricité numéro 2 de. Peut-être qu'il gagnait, je ne sais pas, mais peut-être qu'il gagnait 15 fois ou 20 fois le salaire d'un ouvrier. Donc, ok, donc non, je ne suis même pas sûr. Tandis qu'aujourd'hui, je crois que le patron d'EDF, il gagne 200 fois le salaire d'un ouvrier. Donc, quand c'est de 1 à 15, ça peut être acceptable. Quand c'est de 1 à 200, c'est monstrueux. Parce qu'en plus, comme sur les 200, il ne peut pas tout consommer, il en met beaucoup de côté. Donc il y a des inégalités de salaire monstrueuses. Puis après ça, tous les revenus du capital. Puis après ça, grâce aux paradis fiscaux, ils payent moins d'impôts. Donc il y a un niveau d'inégalité qui est aujourd'hui scandaleux. Et puis surtout, il y a un niveau de pauvreté. Parce qu'après tout, je m'en fous qu'il y ait des gens très riches. Ça ne me gêne pas, tant mieux. Ils ont de très belles voitures. Ils vont à Florence ou dans les îles grecques pour passer un week-end. Tant mieux. Mais ce qui me choque, c'est qu'il y a de plus en plus, tous les soirs, je vois des gens qui attendent des poubelles pour manger. C'est juste totalement scandaleux. En France, l'INSEE vient d'annoncer qu'il y a eu 400 000 pauvres en plus en un an. Alors qu'on n'est pas en récession, enfin on n'y était pas encore, on est en train de retomber comme la Belgique, comme l'Allemagne. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait 300 000 chômeurs en plus et 400 000 pauvres en plus, donc 700 000 personnes qui tombent dans la mouise en un an, sans compter les conjoints et les enfants? C'est totalement scandaleux. Quand on voyait que la Banque centrale peut trouver 1000 milliards pour les banques, sans rien demander, aucune contrainte, aucun contrôle, et qu'elle prête à 1%, donc pour les banques, c'est des taux négatifs, puisque c'est en dessous de l'inflation. Par contre, quand l'Espagne ou l'Italie ont besoin d'argent pour financer les hôpitaux, pour financer les pensions, on leur demande 20-50 contrôles, des plans d'austérité qui vont aller décrever, on leur fait payer des taux d'intérêt 7 fois plus importants. Est-ce qu'il est normal que l'argent soit gratuit pour les banques? Je pense qu'il faut sauver les banques. Je ne dis pas qu'il faut tuer les banquiers. On a besoin d'un système bancaire qui fonctionne. Mais le deux poids, deux mesures est scandaleux. À cause de la crise, les banques ont 1000 milliards gratos. Mais à cause de la crise, quand l'Espagne a besoin de 10 milliards, 3 fois rien, on lui demande des taux d'intérêt monstrueux. Ce qui est en train de faire s'écrouler l'Espagne, l'Italie, la Grèce et par contagion toute l'Europe. Donc ce deux poids, deux mesures est scandaleux. Juste après la crise de 29, il y a deux livres qui sont sortis presque au même moment. Le livre de Sigmund Freud, le grand psychanalyste, qui dit malaise dans la culture ou malaise dans la civilisation. Et Sigmund Freud explique que dans chacun de nous et dans le capitalisme, il y a une pulsion de mort. Et Sigmund Freud dit que sans doute la pulsion de mort va gagner et qu'il y a un risque qu'on aille vers la barbarie. Presque au même moment, il y a Pierre Mendès France qui sort son premier livre d'économie qui explique qu'il y a une course de vitesse, ce qui revient presque dans toutes les pages, c'est qu'il y a une course de vitesse pour éviter la barbarie, une course de vitesse entre l'international des peuples et l'international des capitaux. Et il dit que pour gagner la course de vitesse, il faut faire une Union européenne avec une monnaie commune, on est en 1930, une monnaie commune, avec un gouvernement politique de la monnaie commune, et que toutes les marges de manœuvre, on les mettra sur un projet social.
Donc c'était quand même lumineux. Le gars, il avait 28 ans, et en 1930, c'était possible, puisque l'Allemagne était une très grande démocratie, c'était la République de Weimar. Le problème, c'est qu'en 1930, on n'a pas écouté Pierre Mendès France, et qu'à partir de janvier 1933, quand Hitler est devenu chancelier, plus personne ne parlait d'un sursaut européen. Et que Pierre Mendès France sera très écouté à Bretton Woods en 1944, mais il y aura eu 40 millions de morts. Donc il y a une course de vitesse qui est engagée. La dernière fois, c'est la pulsion de mort qui a gagné. Ce n'est pas l'idée d'humanisme et de coopération et de justice sociale. Cette fois-ci, est-ce qu'on va être moins bête? Est-ce qu'on va mieux s'organiser? Ceux qui pensent que la solution, ce n'est pas la castagne. On a tous un cerveau reptilien qui a envie de castagne. Ça fait 30 ans qu'il y a de la crise, ça fait 30 ans qu'on sent que nos élites ne sont pas bonnes, on sent qu'il y a un truc en train de se casser entre les élites et le peuple. Donc tous, il faut l'admettre, on a un cerveau reptilien qui veut de la castagne, qui trouve qu'il y a trop d'immigrés, que les gens différents, ils sont différents et ça énerve. Voilà. Et puis on a tous un cerveau humain qui dit qu'après tout, quand même, la meilleure solution, c'est pas la castagne, c'est s'en sortir en parlant, en prenant 3 heures pour réfléchir. Juste en prenant 3 heures pour réfléchir, on trouve les solutions. Bretton Woods, ils ont pris 3 semaines de travail en 1944 pour reconstruire un système qui a tenu pendant 30 ans. Est-ce qu'il y a besoin d'attendre qu'il y ait 40 millions de morts pour prendre 3 semaines? Il y a des moments où les peuples se réveillent. Moi, quand j'étais élève à Sciences Po, c'était en mai 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne est venu nous voir, il nous a fait une grande séance pour nous expliquer que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Il était un peu, comment dit-on poliment, long, un peu fatigant à écouter, mais il était vraiment sûr de lui, le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. C'était en mai 89. Et si ma mémoire est bonne, à la fin de l'année 89, le mur de Berlin était tombé. Mais ce n'est pas des politiciens qui l'ont décidé, ce n'est pas un accord entre diplomates, c'est des citoyens qui se sont levés. Vous voyez, le livre commence, le manifeste de Roosevelt 2012 commence et finit par Václav Havel. Václav Havel, le peuple s'est réveillé avec une rapidité bouleversante. Il veillait, il attendait le moment propice. Tous ceux qui n'avaient pas peur, tous ceux qui ne mentaient pas dans leur vie quotidienne se sont levés. Chacun de nous peut changer le monde, même s'il n'a aucun pouvoir, même s'il n'a pas la moindre importance, chacun de nous peut changer le monde. C'est Václav Havel qui écrit ça en décembre 89 et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Quand Roosevelt est arrivé au pouvoir en 1933, c'était la Bérésina. Les gens pensaient qu'il n'y avait pas de solution, il y avait 14 millions de chômeurs, s'il y avait des solutions, ça se saurait, mon pauvre monsieur. Et Roosevelt arrive et il parle à l'intelligence des gens. Mes amis, je vais vous expliquer la réforme des banques que je vais demander cette semaine au Congrès d'approuver. Mes amis, je vais vous expliquer la réforme des marchés agricoles que je vais faire pour assurer le revenu des paysans. Mes amis, il n'est pas possible que des Américains tombent dans la pauvreté, on va prolonger l'indemnisation des chômeurs. Et Roosevelt fait passer 15 réformes en 3 mois. 15 réformes en 3 mois. Alors tout ne marche pas, ce n'est pas un magicien. 2 ans plus tard, il doit en remettre encore d'autres réformes, tout n'est pas génial. Mais il montre que si on parle à l'intelligence des gens, et si on a une boussole, la boussole c'est l'intérêt, le bien commun, c'est la justice sociale, si on est libre par rapport au lobby financier, ce qu'a fait Roosevelt, ça a quand même donné 40 ans de stabilité aux États-Unis, et ça a permis une stabilité économique et de la justice sociale. Donc il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas une mesure qui va tout régler, mais si on attaque le problème de front, on peut en même temps sortir de la crise sociale, de la crise financière, de la crise écologique. Et il faut le faire vite, parce qu'une fois qu'on aura atteint un point de basculement, le climat, une fois qu'il sera totalement foutu, ce sera totalement foutu. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. En Belgique comme en France, je pense qu'on a un niveau de chômage et de précarité absolument catastrophique. En France, on vient officiellement de passer 3 millions de chômeurs, mais on sait que si on compte tous les chômeurs qui ont aussi quelques heures, un petit boulot, on arrive à 5 millions de gens. Et quand on a un tel niveau de chômage et de précarité, c'est toute la société qui se désagrège, parce que même quelqu'un qui a un bon boulot, il a la trouille parce qu'il sait que peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, c'est lui qui sera au chômage. Et du coup, quand il y a autant de chômage et de précarité, tous les salariés sont tirés vers en bas. La négociation sur les salaires, dans beaucoup d'entreprises, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. C'est vrai en France, c'est vrai en Belgique, mais c'est vrai en Allemagne, c'est vrai dans tous les pays occidentaux. Tu connais cette courbe, c'est l'évolution de la part des salaires dans tous les pays occidentaux depuis 30 ans. Ce qui allait au salaire, les salaires et cotisations, pour les pensions, pour la sécurité sociale, c'était 67% du PNB dans tous nos pays, 67%. Et puis si tu n'es pas content, va voir ailleurs. Si tu n'es pas content, va voir ailleurs. Ça n'est plus que 57%. Donc on voit que le chômage et la précarité sont un drame humainement et amènent à la crise économique et financière.
Pourquoi est-ce qu'on a poussé les Espagnols, les Anglais, pourquoi partout on a poussé les gens à s'endetter? C'est parce que ceux qui venaient du salaire, il y a trop de petits boulots et de petits salaires, et c'est pour ça qu'on a poussé les gens à s'endetter. On a maintenu la croissance, ce qu'on ne donnait pas par le salaire, on le donnait par la dette. Et maintenant, on arrive au bout du système. Donc voilà pourquoi c'est vraiment une urgence, d'un point de vue de justice sociale, mais aussi d'un point de vue économique, de donner à tout le monde un vrai boulot et un vrai salaire. Et on voit en plus à quel point la situation du chômage pèse sur les conditions de travail des gens qui ont aujourd'hui un boulot. Comme tu le dis, ils ont peur. Moi, je vois dans les boutiques, quand je rencontre les travailleurs, les salariés, le sentiment dominant qu'ils ont, c'est la peur. Ils ont la peur au ventre parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, mais aussi parce que leurs conditions de travail se dégradent, objectivement, avec du stress, avec des modes de management qui sont de plus en plus incisifs, agressifs, avec y compris des maladies, des nouvelles maladies au travail. Et donc, tu as vraiment un enjeu, je pense, pour le mouvement syndical aujourd'hui, c'est de travailler à plus et mieux d'emploi. C'est-à-dire qu'on doit augmenter le nombre de gens qui ont la possibilité d'exister au travers de leur travail, mais aussi de faire en sorte que leur vie au travail ne soit pas une vie qui se dégrade, qui se précarise. Et tu as vraiment un lien entre les deux, et pour moi, c'est vraiment un enjeu central pour le syndicalisme en Belgique, mais aussi pour le syndicalisme en Europe, mais même dans le monde. Et quand je vois les travaux notamment de l'Organisation internationale du travail, ils pointent bien que l'enjeu, c'est l'emploi dans sa quantité et dans sa qualité. Oui, oui. Mais c'est les deux revers de la médaille. Encore une fois, il y a plein de gens aujourd'hui qui acceptent un boulot trop stressant, trop fatigant, avec trop des mouvements de répétition, parce qu'ils ont peur d'être au chômage. Alors qu'il y a 30 ans, toi et moi, quand on était jeunes, quand quelqu'un n'était pas content de son boulot, ben, il donnait sa démission, et puis en 3 mois, il retrouvait un boulot qui l'intéressait, qui était bien payé. Mais aujourd'hui, qui c'est qui peut donner sa démission en se disant qu'il va retrouver un boulot? Personne. Donc on s'écrase, on est bien content d'avoir un boulot, et tant pis si chaque année le rythme augmente et que le salaire n'augmente pas autant. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une réponse collective. Il faut dans chaque entreprise se battre pour améliorer les conditions de travail, le contenu du travail, et puis surtout il faut changer radicalement le marché du travail pour changer la négociation. Aujourd'hui, la cohésion sociale, c'est-à-dire la capacité dans une société de vivre ensemble, parce que c'est ça une société, c'est comment on organise les gens pour qu'ils puissent vivre ensemble et être plus heureux, c'est un élément essentiel. Et bien aujourd'hui, tu vois que la cohésion est en train de se fragiliser à une vitesse VV', donc ça va très très rapidement, et avec quelque chose de complètement absurde. Des gens qui crèvent tellement ils ont du travail, qui ne savent plus en vivre tellement ils ont du travail parce qu'ils en souffrent, et d'autres qui ont droit à rien du tout comme boulot. Et là, ça montre la répartition du temps de travail, il y a vraiment un problème de répartition du temps de travail, et avec la répartition du temps de travail, un problème de répartition des richesses. Et le graphique que tu montrais tout à l'heure montre clairement, les richesses, elles vont aujourd'hui au capital et plus au travail. Grâce aux robots, grâce aux ordinateurs, grâce à l'intelligence des gens, on produit dans tous nos pays beaucoup plus de richesses avec moins de travail. Et au lieu que cette productivité profite à tout le monde, ça devrait être une bonne nouvelle, on est plus efficace, on est plus formé, on a des robots pour nous remplacer dans les boulots dangereux ou répétitifs. Comme le contrat de travail n'a pas changé, quelqu'un qui a un boulot normal, en gros il a 39 ou 40 heures par semaine, Robert Reich explique que la productivité débouche sur un partage du travail qui est stupide, ou bien tu travailles plein pot, ou bien tu travailles pas du tout, tu fais 0 heure par semaine, ou bien tu as un petit boulot. Et il dit, du coup, la négociation sur les salaires est déséquilibrée et c'est les 1% les plus riches. Il dit, aux États-Unis comme en Europe, c'est les 1% les plus riches qui ont pris quasiment toutes les richesses supplémentaires. Et donc Robert Reich dit, si Obama est réélu, la question fondamentale, il faut en même temps réguler la mondialisation, il faut que la Chine respecte des règles sociales et écologiques, mais il dit la question fondamentale, c'est répartir autrement les gains de productivité. Et Robert Reich dit la grande réforme que devra faire Obama s'il est réélu, c'est une réforme fiscale qui permet de baisser le temps de travail sans baisser les salaires pour créer des emplois.